Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Orléans TV pour une nouvelle émission d'H2O. Après la planète Mars, le Soleil et les astres vagabonds du ciel, nous poursuivons notre exploration du système solaire en nous intéressant dans ce nouveau numéro de H2O au voisinage d'une planète grandiose que nous reconnaissons tous au premier coup d'œil. Sur ce photomontage, Saturne est visible à gauche de la Lune, légèrement voilée dans la constellation du Lion. Au moyen d'une paire de jumelles ou d'un petit télescope, son anneau devient visible et elle dévoile toute sa splendeur. Aujourd'hui, grâce à H2O, vous embarquez à bord de la sonde Cassini-Huygens. Vous survolez Saturne et son cortège d'une 60aine de satellites découverts à ce jour et vous vous posez sur le plus gros d'entre eux, Titan. Connue depuis l'Antiquité, Saturne est ce que l'on appelle une géante gazeuse. En comparaison, elle est 95 fois plus massive que la Terre. On pourrait y faire tenir 760 corps de la taille de celle-ci. Saturne est la 6e planète du système solaire, située à environ 1427 millions de kilomètres du Soleil. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bruno Bézard, vous êtes directeur de recherche au CNRS, plus précisément au LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Et Michel Dutec, vous êtes professeur à l'université Paris 6. Et puis vous êtes également chercheur au laboratoire ICAR d'Orléans pour Institut de combustion aérothermique, réactivité et environnement. Donc c'est sur le campus d'Orléans, la source, ce CNRS. Bruno Bézard, qu'est-ce qu'une géante gazeuse ? Une géante gazeuse, c'est une planète géante, donc sans surface, fluide, et qui est majoritairement composée d'hydrogène et d'hélium, comme Jupiter ou Saturne par exemple. Alors on parle souvent de l'anneau de Saturne, justement lapsus, ce sont des anneaux, il y en a plusieurs, comme on va le voir d'ailleurs sur la vidéo. Oui, tout à fait. En fait, il y en a des milliers. Cela peut rappeler un peu les sillons gravés sur un disque vinyle, mais avec une structure et une organisation, et surtout une dynamique extrêmement complexe. Et de quoi sont-ils composés ? Alors, ce sont des blocs de glace dont la taille varie, disons, du millimètre à la dizaine de mètres. Donc de la glace d'eau à plus de 90%, mais avec des traces de matière organique et de poussière rocheuse. J'imagine que la matière organique intéresse beaucoup justement les astrophysiciens. Ah oui, tout à fait. Son origine d'ailleurs est encore débattue. Ouais, et on va y revenir tout à l'heure. Intéressons-nous donc, si vous le voulez bien, parce que dans ces 60aines de satellites, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, comme Encelade, Japet, Titan. Donc intéressons-nous à Titan. Pourquoi les exobiologistes s'y intéressent ? Disons que Titan est le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère épaisse, qui plus est une atmosphère d'azote. Et on sait qu'en son sein se déroule une chimie organique très complexe, une chimie dite prébiotique, c'est-à-dire d'avant l'apparition de la vie. Alors, et c'était le meilleur choix pour poser Huygens ? Mais disons que oui, parce que ce sont les sondes voyageurs dans les années 80 qui nous ont révélé la présence d'une atmosphère d'azote sur Titan et qui ont révélé la richesse de cette chimie organique. Et donc, on a eu assez vite l'envie d'y retourner. Donc ça a été la mission Cassini-Huygens. Huygens dont on va parler. Alors intéressons-nous donc au plus gros des satellites de Saturne, Titan, qui a été découvert le 25 mars 1655 par le Hollandais Christian Huygens. Son diamètre de 5150 km, supérieur à celui de la Lune, est assez proche de celui de Mars. Destinée à explorer Saturne, la sonde Cassini-Huygens a été lancée le 15 octobre 1997 pour, en 2004, se mettre en orbite autour de la planète Saturne. L'engin spatial de la mission Cassini-Huygens est composé de la sonde Cassini, réalisée par la NASA en collaboration avec l'Agence spatiale européenne pour le module de descente Huygens, qui s'est posé sur Titan et qui vous est indiqué sur votre écran. Michel Dudek, et vous et le laboratoire ICAR avez participé à cette mission. Avant de voir votre rôle précis, est-ce que vous voulez nous parler de ICAR, de ce nouveau laboratoire réalisé en 2007 sur le campus? Oui, bien sûr. Donc, ICAR, dont l'activité n'a rien à voir avec les mésaventures du fils de Dédale et de nos pactés échappant à la vengeance de Minos,
correspond à un regroupement de 2 laboratoires du CNRS, le laboratoire de combustion et systèmes réactifs, et puis le laboratoire d'aérothermique qui était auparavant situé à Meudon, à côté de Paris. Donc c'est un laboratoire qui a une activité qui concerne d'une part la combustion, les systèmes réactifs, les cinétiques chimiques, les problèmes aussi d'atmosphère, mais aussi les problèmes de plasma, de rentrée planétaire et de combustion excitée par plasma et de propulsion spatiale par plasma. Et c'est précisément ce point que nous allons développer tout à l'heure. Bruno Bézard, avant l'atterrissage du module de descente Huygens sur Titan, les instruments embarqués à bord de Cassini ont permis d'en déterminer la composition. Alors regardons ce vidéo montage de la NASA. On y distingue Titan. Et puis ensuite, Saturne va être visible en arrière-plan. Et puis apparaissent progressivement les différentes couches qui composent le satellite. Qu'est-ce que l'on voit ? Oui, alors en allant de l'extérieur vers l'intérieur, sous l'épaisse atmosphère d'azote, se trouve une croûte de glace qui peut faire sans doute de 50 à 100 km, disons. Et on a toutes les raisons de penser que sous cette croûte de glace se trouve un océan, donc de l'eau liquide, probablement mélangée avec de l'ammoniac. Et puis plus en dessous, les modèles nous suggèrent qu'il y a probablement une autre couche de glace à haute pression. Et puis enfin, se trouve le cœur rocheux qui constitue en fait la plus grande partie de la masse de Titan. Alors d'autres observations et analyses ont permis de déterminer encore plus finement la composition. Alors nous allons revoir Titan à l'écran, donc Titan en partie visible, hein, et puis là ce sont d'autres longueurs d'onde. Oui, tout à fait, des longueurs d'onde infrarouges qui percent la brume qui emplit l'atmosphère et nous permettent de voir la surface. Donc d'étudier sa morphologie, mais aussi sa composition, comme par exemple mesurer les proportions relatives de glace d'eau et de dépôts photochimiques. Et là, qu'est-ce que l'on voit par exemple à l'écran ? Alors, ce qu'on voyait, le point très brillant qu'on voyait au pôle sud et qu'on voit encore ici, ouais. C'est en fait un nuage de méthane dans la basse atmosphère, ce n'est pas la surface. Alors, nous allons nous poser maintenant sur Titan et Michel Dudek, vous êtes plus directement concerné, donc comme on le disait, par l'entrée du module Huygens dans l'atmosphère de Titan. Alors, nous allons commenter maintenant ces images. Vous allez nous dire ce qu'on voit. Donc là, c'est la sonde Cassini-Huygens. Voilà. Donc, après un périple de 3,5 milliards de kilomètres, la sonde Cassini a libéré et donc Huygens, que l'on voit ici sur l'écran. Et donc Huygens a pénétré dans l'atmosphère de Titan. Alors, c'est une rentrée assez rapide avec une vitesse de 6 km par seconde et qui se termine par un freinage dû à un parachute qu'on voit ici pour un atterrissage donc, qui a eu lieu à 13h34 le 14 janvier 2005 et qui a été un succès. Bien. Alors, nous avons observé un échauffement, un rougeoiement de Huygens au moment de l'entrée dans l'atmosphère titanienne. Alors, c'est précisément ce que vous reproduisez au laboratoire ICAR. Alors, on va voir justement cette modélisation. On va tout de suite repartir à ICAR et vous allez nous dire ce que l'on voit. Alors, il est très important d'étudier la couche qui entoure Huygens parce qu'en fait, elle va conduire à des flux d'énergie très importants qui peuvent être destructeurs. Donc, on étudie cette couche de plasma, de gaz ionisé, dans des installations à basse pression, que l'on vient de voir sur l'écran, au moyen d'une source à arc. Donc, en fait, il s'agit d'une étude de physique fondamentale pour bien comprendre les phénomènes et optimiser les protections thermiques. Alors, une fois posé sur la planète et que ce bouclier thermique est bien fonctionné, qu'est-ce que l'on a pu observer maintenant sur la planète de Titan, sur la surface de Titan ? Et la surface est constituée de glace d'eau et elle est creusée par des écoulements de méthane. En fait, le méthane joue sur Titan un peu le rôle de l'eau sur Terre. Et d'ailleurs, disons que les paysages de Titan rappellent fortement ceux que l'on trouve sur Terre, car les processus géophysiques sont très similaires, mais évidemment les acteurs chimiques sont complètement différents. Donc on voit des réseaux de rivières, on voit des lacs de méthane, des dunes et toutes sortes de formations. On va voir d'ailleurs à l'écran ce que peut-être dans ces simulations être la surface de Titan. Là, c'est ce que vous nous dites, donc le creusement. Les écoulements de méthane, et ici des lacs qui ont été vus au pôle Nord par l'instrument radar à bord de Cassini. Ouais. Alors les instruments précisément de Cassini continuent à mesurer, à prendre des mesures, à analyser. Et alors quelles sont les dernières nouvelles en 2008 ? Alors on peut citer la découverte toute récente que la durée du jour sur Titan n'est pas exactement égale à celle de sa rotation autour de Saturne, ce qui confirme indirectement, disons, la probable présence d'un océan sous la croûte de glace.
Et puis je peux peut-être aussi citer les particules, disons les particules chargées qui proviennent de la magnétosphère de Saturne et dont on comprend de plus en plus qu'elles jouent un rôle très important dans la chimie, la production de matériaux organiques complexes dans la haute atmosphère. On a parlé tout à l'heure des éléments organiques que l'on a détectés. Alors qu'est-ce que l'on cherche sur Titan? Est-ce que c'est un petit peu comme sur Mars? Est-ce qu'on cherche des preuves de vie? Bon, disons plus modestement, on cherche à comprendre comment fonctionne ce satellite qui, on vient de le dire, par beaucoup d'aspects rappelle la Terre. Et puis on cherche à comprendre effectivement la complexité de cette chimie organique qui a lieu dans l'atmosphère et peut-être même à la surface. Donc la mission est prévue jusqu'en 2010 à peu près, vous m'avez dit, à peu près. Alors est-ce qu'on a l'intention de retourner sur Titan? Parce que le module Huygens que l'on a vu n'a vécu que 3 heures. Oui, c'est exact. Donc c'est vrai que Cassini jusqu'en 2010, voire au-delà, mais cela dit, on pense déjà à un retour vers Titan et il y a une étude actuellement menée à la NASA et à l'ESA pour une mission très ambitieuse, plus ambitieuse que Cassini, qui consisterait en un orbiteur autour de Titan, une sonde de descente type Huygens et une montgolfière dans l'atmosphère. Mais il faut être patient car si on retourne vers Titan, ça ne sera pas avant sans doute 2025. Ouais. Et quelles sont les études menées à ICAR pour ce moment et les mois et les années qui viennent? Pour l'instant, on essaie d'optimiser les protections thermiques pour toutes les rentrées planétaires, parce qu'en fait, c'est un problème extrêmement important, parce que c'est lié au coût. Parce qu'en diminuant les protections, on va effectivement diminuer peut-être les coefficients de sécurité, mais aussi on recherche à diminuer les coûts d'émission. Et donc, la diminution de coûts d'émission passe par une diminution du poids des protections thermiques. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Si vous voulez poursuivre la découverte passionnante de ces nouveaux mondes et la découverte du système solaire, 2 adresses internet s'affichent au bas de votre écran, celui du LESIA tout d'abord, rubrique planétologie, et puis le site de la NASA dédié précisément à la mission Cassini-Huygens. Merci messieurs. Et puis revenez quand vous voulez pour nous donner d'autres nouvelles du ciel. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de H2O. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures et en attendant, soyez curieux.